Bonjour Sophie, très heureuse de te recevoir ce soir pour cette interview où tu vas m'expliquer un petit peu comment tu es arrivée à faire ce métier de recueillir les histoires de vie des personnes qui viennent te rencontrer. Merci Sonia de m'accueillir chez toi. Eh bien écoute, je vais commencer l'histoire comme ça. En 2017, après un burn-out, je me suis mise en dehors de l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis 15 ans. Et donc avec 15 ans de vie, mon identité était en partie constituée par ce travail. Et donc j'ai dû chercher des traces, des nouvelles, un nouveau départ, des nouvelles valeurs de vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer un groupe d'écriture et j'ai déposé des morceaux de vie. Et puis je suis remontée sur les traces de certains de mes ancêtres que j'ai choisis en fonction de leurs valeurs. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, que mon identité ne s'était pas constituée simplement avec ma naissance. Et donc j'ai écrit un récit de vie à mon tour. Et je sais que je laisse des traces pour les générations futures. Et ce processus m'a vraiment donné la passion des histoires de vie. Et puis je t'ai rencontré, toi Sonia, et nous avons cofondé l'ASBL, les Réveilleurs d'Histoire, où on mélange les récits de vie et approche narrative. Oui, d'ailleurs tu évoques identité, histoire, récit, mais on sait que l'histoire est souvent écrite par les dominants, les vainqueurs. Et donc, toi dans le fond, quelle place tu donnes alors aux récits individuels, ceux de la petite histoire? Ben oui, quelle belle question. Écoute, tu sais qu'Annie Ernaux a gagné le prix de la littérature en 2023 et toute son œuvre est constituée de récits individuels où elle se raconte dans sa société, dans sa classe sociale, par des récits individuels. Et en fait, elle part de l'idée que l'ensemble de ces récits individuels peuvent venir contrer l'histoire dominante racontée par les dominants, et que donc les histoires individuelles sont très importantes. Oui, d'ailleurs, Maricela Vargas, dans sa vidéo, parle justement de récits et identités qui sont liés. Et je me dis, dans le fond, comment est-ce que l'histoire, justement, le récit de soi, constitue et consolide cette identité? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, écoute, quand on raconte son histoire, on ne peut pas raconter l'ensemble de sa vie, ce ne serait pas intéressant. Et quelque part, l'identité, elle se glisse entre le récit que l'on fait de soi et les événements vécus. Et c'est entre ces deux choses, réalité et récit de soi, qu'on peut mettre du sens. Et là, on revient à la notion de résilience de Boris Cyrulnik qui dit... que tu connais, absolument. Raconter son histoire, c'est y mettre du sens, c'est voir la réalité, les faits objectifs d'un certain angle de vue. Et c'est ça aussi qu'on travaille quand la personne dépose son récit de vie. Et donc moi, en tant qu'accompagnatrice, au début, j'écoute l'ensemble de la vie de la personne, mais après, je pointe ce qui est positif, les éléments de beauté, le dynamisme que je ressens chez la personne qui incarne son identité en me racontant son histoire. Si je te comprends bien, c'est en racontant que l'on devient, parce que ce qui n'a pas été raconté, dans le fond, n'existe pas, comme on dit dans l'approche narrative. Absolument. Je sais que tu fais des ateliers d'écriture, donc quelque part, tu as des personnes, tu fais ça en collectif. Quelque part, notre identité est sociale. Donc, comment est-ce que toi, justement, tu mets en place cette dynamique collective au sein de tes ateliers? Comment ça se passe? Alors, il y a quelque chose de très important que je mets en place dès le départ. Et je l'appelle le pacte. J'aime bien appeler ça le pacte plutôt que le cadre, parce que ça fait appel à la notion de paix et une notion de sécurité, de rempart pour le groupe. Et donc, et c'est une manière pour les personnes de se dévoiler, de se déposer dans un cercle sécurisant. Alors, très concrètement, je mets sur une feuille de papier visible par tous l'acronyme CORDE et je demande aux personnes de me donner des notions qu'elles voudraient voir respectées tout au long de nos séances. Et donc, moi, je veille à ce que, par exemple, la notion de confidentialité comme la première lettre de CORDE l'indique, soit la confidentialité, ouverture d'esprit pour le O, respect pour le R, D pour dynamisme, il faut quand même une certaine implication de chacun, la libre implication, E pour
Pour écoute, évidemment, et alors S pour sens de l'humour ou sensation. Mais en tous les cas, moi, je fais attention que ces concepts-là arrivent d'une manière ou d'une autre, mais si ce sont d'autres mots qui arrivent et que ça crée le pacte dans le groupe, il n'y a pas de souci. Et moi, alors ensuite, je serai la garante de ce pacte tout au long des séances. Il y a déjà un recueil de mots collectifs. Mais justement, quand ce cadre de sécurité a été mis en place et que les personnes peuvent déposer leur histoire, comment est-ce que tu les aiguilles, tu les aides? J'utilise des déclencheurs de récits de toutes sortes. Ça peut être des consignes, ça peut être des contraintes, mais on peut parler ensemble de l'objet de transition. Et je demande aux personnes d'apporter un objet, je crois que tu connais cette notion? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs Merleau-Ponty qui dit que les objets, dans le fond, peuvent raconter à la place d'eux, hein, ou bien ils peuvent aussi être le symbole de quelque chose. Hein. Je pense notamment certains objets qui disent déjà en eux-mêmes quelque chose de la personne, et puis ils représentent une ressource sur laquelle on peut s'appuyer pour commencer à raconter. C'est toute l'idée des photolangages quelquefois que l'on utilise. Mais donc, toi, comment est-ce que toi tu fais? Donc, moi, sur base de ça, on est parti. Et donc, dans ce pacte, la dynamique de groupe est installée, les personnes amènent leur objet, alors que ce soit écrit ou oral, la dynamique est la même, mais finalement les morceaux de vie arrivent. Et donc quand c'est écrit, moi je fais écrire les gens à la maison et puis ils échangent les histoires en groupe. Chacun devient le témoin extérieur de l'autre. Et donc quand la personne lit ou raconte son histoire, les autres donnent une résonance à cette histoire par rapport à leur histoire. Donc il n'y a pas d'interprétation, mais par rapport à leur histoire, ce qui les a touchés. Et alors ils rendent un mot, une émotion, une force, un élément de beauté qu'ils ont vu chez la personne. Et de cette manière-là, si tu veux, l'identité de chaque personne se renforce et en même temps, une certaine identité collective se crée par cet échange. Tu veux dire que d'une certaine manière, le récit de l'un fait résonner le récit de l'autre, et chacun étant le témoin de ces pépites de vie qui sont racontées. Absolument, et le mot résonance a beaucoup d'importance. Mais justement, tu as des morceaux de vie, mais alors comment est-ce que tu arrives à un recueil? Oui, alors, donc quand les personnes écrivent à la maison, et si on est sur plusieurs séances, bien l'ensemble de ces textes peuvent ensemble fonder un recueil de récits. Et quand c'est oral, on demande à chaque personne autour de la table s'il est bien d'accord que ce soit enregistré. Et alors l'accompagnatrice ou la narrateur, celui qui prend l'histoire, alors a un travail, c'est-à-dire de remettre, mais de toujours rester au plus près des mots des personnes. Mais comme on le sait aussi, 80% de la communication se passe dans la communication non verbale. Et donc, alors, le rôle du narrateur, c'est peut-être d'essayer de redécrire l'ambiance, tu vois, le comportement corporel, où les gens se placent autour de la table, les hochements de tête, les sourires, etc. Tout ça, s'il y a peu de faits vécus là-dedans, de faits objectifs, en tous les cas, ça donne beaucoup de vécu et ça fait aussi partie d'un récit. Oui, d'ailleurs tu dis que les retours sont au plus près des mots des personnes, il n'y a pas d'interprétation comme tu le dis, il y a quelque part, un peu comme le disait Derrida, il y a dans le respect de la lettre une forme de sacralisation, quoi. Absolument. Je voulais te demander, mais dans ce joli processus, comment est-ce que les personnes en ressortent finalement? Quel est leur ressenti au terme de ce processus bienveillant? Oui, voilà, c'est un processus, comme tu dis. Bien, au début, la personne arrive avec son identité fragilisée, et puis la dynamique de groupe et le cadre fait qu'elle livre des morceaux de vie. Elle est renforcée par les retours, son identité, ses morceaux de vie sont renforcés par les autres personnes. Et à la fin, elle se rend compte qu'elle a elle-même contribué à, quelque part, une histoire collective. Et donc ces liens-là sont vraiment très forts et la personne sort de ce processus un peu différemment. Mmh. Oui, il y a une dynamique de solidarité. Finalement, ce processus collectif, ça me donne un peu l'impression que c'est une résistance à l'individualisme de notre société
où chacun est fort isolé. Cet artisanat de ce recueil de morceaux de vie choisis, dans le fond, comment est-ce que tu vois ça pour le futur? Oui, c'est marrant ce que tu dis parce qu'on pourrait voir un paradigme entre le fait de raconter son histoire très individuelle et la collectivité. Et pourtant, dans les histoires, quand elles sont faites en confiance, il y a évidemment tout un tas de valeurs universelles ou d'émotions universelles. Il y a beaucoup d'universalité quand il y a échange d'histoires individuelles. Et les liens qui se créent entre les histoires et entre les personnes sont des liens forts qui peuvent à leur tour construire ou participer à la construction d'une autre histoire collective, comme on le racontait avec Churchill qui dit les vainqueurs écrivent l'histoire, et Annie Ernaux qui, disons, par les histoires individuelles, construisent une histoire collective, mais d'une manière différente. Donc voilà, on est dans une période en transition où il faut trouver une autre manière de vivre avec le vivant, et je me dis que j'ai l'espoir, avec les réveilleurs d'histoire, en tous les cas, de faire un petit peu changer le monde, le récit collectif du monde, pourquoi pas? C'est joliment dit, et je propose qu'on en reste là. Ben oui, avant la prochaine fois. À la prochaine histoire. Merci Sonia. Merci.